je viens d'arriver en Écosse. Je suis en Écosse. Oh, la pauvre, avec un P-O. Regarde, j'ai vu Claire une minute. Oui. Et j'ai vu un instant Claire, elle a disparu. Non, non, elle est là, elle est là. Elle est là. Oui, je suis là, moi je suis là. Oui, là, au milieu. Ah, bonjour ma sœur. Shalom bracha. Shalom bracha. Erev tov. Sylvie, tu fais trop de bruit. Bonjour tout le Benjamin, monde. bonsoir. Zénafo. Tu étais chez le Voilà, on coiffeur. attend juste encore quelques minutes que les gens arrivent. Ah, ben. Oui, les Yekim. C'est qui c'est Margaret? Ah, Wahiba est là. Ruth, la sœur. Ça, c'est fini. La בת שלה? בת של רות? אני חושבת שאת מדברת על מי. שזה, אני מניח דעתי גם יכול. קוראים לה מרגרת, זה האמא שלנו. זה נראית בת, בת 50. זה כמובן בת. ציפי, בז'מה, Cécile, ça a marché le code? Cécile. תביא לי משהו, אני לא יכול ככה. Bonjour Vaïba. On attend encore jusqu'à 9h05, 9h06, voir s'il y a encore des gens qui montent. Bonjour tout le monde, en tout cas. Bonjour Benjamin, bonjour Isabelle, bonjour Claire et Bracha, bonjour Maggie, bonjour Sylvie et Gabi, bonjour Rose, bonjour Ève, bonjour Simon et Lisa, bonjour Henri-Jacques et Annie, bonjour Denis, bonjour Vaïba, bonjour Cécile et Jean-Pierre, bonjour Peretz, bonjour Hagit, bonjour Hélène. Alors, il y a un numéro, ça je ne sais pas qui c'est. Manu? Manu, Alain? Je ne sais pas. Non, bonjour, Toy. Neria, je ne sais pas. Attends. Oh. Ah, quelle belle photo. Alors, attendez. Il nous manque des... J'arrive pas à voir tout le monde. Manu, si tu peux voir ta caméra, on sera content. Bonjour Manu. Bonjour Hagit. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour. La vidéo ne marche pas. C'est une photo, c'est une photo. Bonjour Françoise, voilà. Oui, bonjour Naama. Et la dernière, je ne sais pas qui c'est. Un tête. Voilà. Si vous pouvez, alors on aimerait bien si vous commencez, si vous pouvez ouvrir vos caméras qu'on vous voit et fermer les micros. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, on est vraiment très contents. On vous remercie que vous soyez là, la famille et les amis. Et on aimerait donc, on va juste commencer en attendant encore peut-être que quelques personnes arrivent. C'est quelques photos, souvenirs de maman. Et ensuite, on commencera à raconter les souvenirs. Bonsoir Natacha, tu nous entends? Jean-Pierre et Catherine à Paris. Ah, mais on t'entend pas.
Ah, voilà. On vous attend. On vous attend. Ah, bonsoir Tsipi. Bonsoir. Joël ne doit pas être loin. Bonsoir. Cécile et Jean-Pierre. Je ne sais pas s'ils se souviennent de moi, Jean-Pierre. Bien sûr, bien sûr. Et ma femme Catherine qui est à côté. Mais oui, on vous voit, c'est bien. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonsoir, plutôt. Ouais, c'était Myriam. Et vidéo, on doit nous voir. Natacha, on ne t'entend pas. On croirait nommer. Mets-toi là pour qu'on voit les participants. On essaye juste de se concentrer un peu sur les photos de maman, on reparlera après. Donc, si on fait un petit peu en silence pendant qu'on passe les photos, c'est très bien. Natacha, c'est enregistré? Tout est enregistré. Merci. Boulmiche. Je reconnais, mais... Le petit Joël. Oui, j'ai reconnu. Elle est là. C'est toujours le petit Joël. Ça. Non, c'est Natacha. C'est Natacha. C'est Natacha, oui. C'est leur maison. Mais là, elle veut dire quoi? C'est maintenant. Sinon, on peut mettre là. Qui c'est ça? Réhaute. Ah. Dehors. C'est l'anniversaire 80 de maman. Donc, alors, juste, j'aime. Alors, bonjour Jean-Pierre et Catherine. Voilà, je veux juste faire voir les gens que je n'ai pas vus avant. Je ne sais pas ce que c'est que le téléphone 2533 3640. Peut-être que si la personne peut ouvrir le Zoom, ça serait bien qu'on puisse savoir qui est derrière ce numéro. Bonjour Khagit. Et bonjour Abigail aussi, ça serait bien, ou Abigail. Bonjour. Voilà. Bon. Et alors, on a pensé vraiment, on a demandé à certaines personnes qui étaient prêtes à raconter des souvenirs sur maman de raconter. Donc, on va commencer par Alain, qui est là. Et Alain, donc, c'est le petit frère de maman, qui est le dernier qui reste vivant de la fratrie. Il a des souvenirs à nous raconter. Alors, à toi, Alain. Alain, il faut que tu ouvres ton micro, on ne t'entend pas. Il a disparu. Bon, alors, Alain va revenir. Donc, j'aimerais, bonjour, attends, j'aimerais, Claire, est-ce que tu serais prête, Claire, donc, est la sœur de papa et a connu vraiment à partir de l'âge de 15 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça, 15-16 ans, maman, qui est rentrée dans qui était en relation avec la famille Sommer. Et donc, si Claire, tu veux commencer et dire quelque chose, ça serait très bien.
À toi, Claire. Oui, alors, c'est vrai que ça fait, on se connaissait très, très bien. On était copines. C'était sympathique. Et elle venait souvent chez les sommets. Shabbat ou pas Shabbat. Et ensuite, on a décidé cette histoire du tioul, le grand tioul. Quand vous avez compris quelle était la circonstance, c'est parce qu'on avait réussi notre bac. Les deux. Alors, mon père a été acheter deux billets pour Tel Aviv. Pour Haïfa, plutôt Haïfa. Et nous sommes venus en bateau. Et on n'a pas encore inventé les avions. C'est comme ça qu'on a voyagé en train, ensuite en bateau, ensuite encore en train. On arrive. Maintenant, je vais vous raconter qu'est-ce qu'on a fait pendant ces jours. Bon, c'était en 1952, je crois. Je promets, un an près, c'était ça, en 1952. J'avais 17 ans et Myriam à peu près autant, et on était ensemble, et on n'a pas décidé de partir ensemble. Maintenant, je vais vous raconter un peu qui sont les gens qu'on a été voir, parce qu'on n'a pas mis les pieds dans un hôtel. Il n'y avait pas encore d'hôtel important à cette époque-là. C'était 4 ans après la Médina. On a été voir des familles, des gens que nos parents avaient connus, qui avaient connu nos parents. Et on est passé de l'un à l'autre comme ça, en voyageant au nord et au sud de tous les côtés. Et, par exemple, la première famille qu'on a été voir, c'est la famille Katan, chez Katan. Pourquoi je parle hébreu, je ne sais pas, c'est une erreur. Toi, parler français. On parle français parce que tout le monde ne comprend vraiment pas. Je n'ai pas fait exprès. Non, c'est les automatismes, mais essayons de parler français. Merci. Oui, alors, on était voir la famille Katan. C'est une famille de Paris bien connue. C'était très, très courageux qu'ils sont partis pratiquement seuls de France. Beaucoup d'enfants. J'étais là-bas, je ne sais pas, j'avais 17 ans. J'avais des samotes, j'avais des nattes. J'avais des nattes. Maintenant, chaque fois que je les rencontre, il y en a quand même quelques-uns en vie, je les rencontre. Oh, qu'est-ce que tu as fait avec les nattes? Elles ne longtemps qu'elles sont coupées. Et on a apporté des jouets. Et vous savez où ils habitaient? Une chouna nouvelle qui s'appelait Sanedria Bet Gimel. C'était très très loin. Au nord. C'était la dernière, c'était des Shikunim. C'est la dernière maison avant Ramallah. On voyait de loin les antennes de Ramallah. Entre les deux, il y avait peut-être 10 kilomètres, mais on pouvait voir. On voyait Ramallah, les voisins. Et c'est comme c'était même dangereux encore. En 1952, il y avait des salafim, des tireurs, des francs-tireurs, tiraient encore comme ça pour rien, pour s'amuser. Personne ne voulait de ces appartements, de la dernière rangée. Alors, ils se sont, la famille Catania entrée dedans. Bon, enfin, ensuite, j'ai eu beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants. Maintenant, on a changé les images. On arrive chez quelqu'un d'autre. C'était chez eux, on a passé quelques jours chez les Catania. Ensuite, on était à voir la famille de Reutemann. Reutemann, ce n'est pas Paul Reutemann que vous connaissez, c'est son frère, qui s'appelle Arié. Et il travaillait à Mekorot, quelque chose comme ça, et il s'occupait d'eau, des eaux. Alors, il devait se promener tous les jours dans toute la région, à Yehuda, les montagnes de Judée. Il se promenait en jeep. Il nous a invités de faire un tour dans sa jeep. On a fait toute une journée avec lui, entre les forêts, les pluies qu'il y avait. Et ce jour-là, ça m'a jeté un petit coup dans la tête. Alors, ensuite, on a continué comme ça, aller à l'un, à l'autre.
On était chez. On était chez Chameau. Chez Chameau. On était à El Nassif chez Chameau. Non, l'autre. À El Nassif chez Chameau. Et c'était pas. Parce qu'il était connu, on pensait qu'on pouvait y aller, etc. Mais en fait, bon, on ne connaissait pas. Il ne connaissait pas nos parents non plus. Parce qu'il était. Nous n'étions pas aux éclaireurs, aux EI, et nous n'étions pas de Strasbourg. Alors, ça ne l'intéressait pas beaucoup, il était très poli, il devait voir. Mais Myriam, pour elle, c'était le jour le plus terrible qu'il ait passé de sa vie. Exactement, elle coulait d'eau. C'était l'été à Nativ, c'est chaud, très chaud. Et elle était là, elle cherchait une douche. N'importe quoi. Elle ne donnait pas de café, une douche. Elle avait une serviette, elle avait réussi à trouver une douche. Claire, tout allait beaucoup mieux. On était la fille de Ruth. Margaret, c'est la fille de Ruth. Claire. Oui. Qu'est-ce que tu veux, Joël? Comment est-ce que maman a réagi oui. en voyant Israël? En voyant ça, je ne peux pas te dire. Je ne suis pas philosophe. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Non. C'était nouveau pour elle, mais pour moi, pareil. C'était nouveau. On a regardé, on a posé des questions, etc. Petit à petit. Il ne s'est rien passé de dramatique. Voilà. On avait vu, on était même jusqu'à Beersheba. On nous avait dit qu'on avait une cousine là-bas, mais on ne l'a pas trouvée. On croyait que Beersheba, ce n'est pas grand, c'est une dizaine de maisons. Enfin, on aurait pu trouver. Et deuxième, et on était même ajouté là-haut. Pour voir, on était à Chalbin pour voir les kibbutzim. Bon, enfin, Claire, oui. Claire. Oui. Oui, non, juste je voulais juste rajouter de tout ce que tu as dit que maman a toujours été très impressionnée par ce voyage. C'est-à-dire, elle en a oui, je sais. Et elle a toujours été très, je veux dire, ça lui avait fait quelque chose. Je crois que vous étiez 6 semaines en Israël, ce qui était quand même beaucoup à l'époque. Et elle avait été aussi très reconnaissante à oncle Robert, c'est-à-dire Monsieur Sommer, de lui avoir permis d'aller là-bas. Ça, elle nous l'a toujours raconté. Oui, on est parti là-bas. On connaissait personne. Ben, vous étiez des pionnières en 52. Oui, voilà, des pionnières, oui. Ah bon, et après, je dis qu'elle a même ensuite hésité, après ce voyage, à venir habiter en Israël, tellement ça l'avait impressionné. Et c'était l'Israël, le désert, c'était pas l'Israël d'aujourd'hui. C'est possible, finalement, parce que ça a commencé un peu, ce sujet a commencé à nous occuper. C'est possible. C'est possible, ça finit qu'on est toutes les deux ici. Merci, Claire. Vraiment. Claire, je voulais poser une question. Claire, quel était votre moyen de locomotion? Oh, là, vous allez crier. Pardon? L'autostop. L'autostop. Ok. Il y avait très peu de voitures privées. Ça aussi, oui, maman nous a vraiment dit. Ouais. Alors, il y avait vraiment des camions. Et on a appris à monter sur les camions, à sauter à 3-4 marches, on arrivait. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Claire. J'ai vu que Alain est revenu. Donc, Alain, si tu veux, donc le frère de maman, le petit frère. Le petit Alain, si tu veux dire, on serait très content de t'entendre. Alain, il faut juste que tu ouvres ton micro sans sortir du Zoom. Où est-il, Alain? Non, on t'entend pas. אני רק רוצה, ססי למיקרופון שלך פתוח. Voilà, ok. Alors Alain, à toi. Tu m'entends? On t'entend très bien. 100%. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. 100%. Ah bon? Ah, d'accord. J'ai dû trouver le micro quand même. Bon, alors, bravo Natacha, enfin, et compagnie, et les autres qui ont organisé ce Zoom. Oui, alors, on m'entend toujours? Alain, toujours, il n'y a pas de
problème, Bon, pas alors, toujours. Y aller. Bien, alors, mon émotion est grande. Bien, je suis Myriam. Je suis resté toujours le petit frère de Myriam. Myriam, quand j'y pense, à 9 ans, elle drivait, pour employer un anglicisme, sa petite sœur Jocelyne et son tout petit frère Alain, que nos parents, René et Simone, lui avaient confié, bien sûr, à Myriam, qui avait 9 ans. Quand ils nous ont cachés, ils nous ont amenés de Marseille à Combloux, dans un home d'enfants, laïque, pas juif, bien sûr, pour nous mettre à l'abri, parce que le danger, il poursuivait jusqu'au bout, autant que faire se pouvait, d'aider ceux qui étaient dans les camps d'internement de la zone sud, les coreligionnaires, pour les aider, essayer d'en faire sortir des camps, leur évitant ainsi la déportation. Ils y sont arrivés souvent. Et mon père, aidé par ma mère Simone, et l'étau se resserrant, ils ont décidé de nous cacher, les enfants cachés, le terme est bien exact, en nous amenant de Marseille. Parce que venant d'Alsace, de Mulhouse, tout le Tour de France, on avait été jusqu'à Marseille, en passant par Rennes, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Mont-de-Marsan, Villeneuve-sur-Lot, puis Marseille. Marseille, pas parce que c'était la ville de naissance de mon père René, mais parce que les pérégrinations sous l'occupation avaient amené à Marseille. L'aumônerie générale avait son siège 65 boulevard des Vagues. Alors donc, nos parents nous ont amenés à Combloux, en Haute-Savoie. Ils sont repartis le lendemain, le jour de mes 5 ans. Le jour de mes anniversaires de mes 5 ans, c'est la dernière fois que nos parents voyaient leurs 3 enfants et que leurs 3 enfants voyaient leurs parents. Ils sont repartis à Marseille en espérant bien sûr nous revoir le plus rapidement possible, mais comme vous le savez, ils ont été arrêtés le 22 décembre 1943. Alors, à l'arrestation de nos parents, ça devenait dangereux pour les enfants, avec les méthodes de torture de la Gestapo que l'on connaît. Donc, on est venu nous chercher de Marseille. Alors, j'en reviens à Myriam. On est venu nous chercher de Combloux, Myriam, dans un autre homme d'enfant à Saint-Gervais. Et de là, 15 jours après, notre oncle Francis Lévy, docteur, le frère cadet de ma mère Simone, est venu nous chercher pour nous amener à La Bourboule, dans une pension où sur une quinzaine d'enfants, il y avait 5 enfants juifs, dont les 3 enfants Hirschler, Myriam, Jocelyne et moi le petit. Alors et moi le tout petit aussi. Alors dans cette pension qu'il devait avoir à titre posthume, d'ailleurs les directeurs Georges et Maryse-Louise Mazot, la médaille des justes, Yad Vashem. Alors Myriam, c'est formidable, quand j'y pense, elle drivait son frère et sœur, elle faisait son mieux. À la Libération, quand on est venu à Paris, Myriam a remplacé autant que faire se peut. Certainement qu'elle avait reçu des consignes de René et Simone, de nos parents. Certainement qu'elle avait reçu des recommandations. Elle a rempli son rôle de sœur aînée. Elle a remplacé avec notre formidable grand-mère Mamie Berthe Lévy, la mère de ma mère Simone, Berthe Lévy, qui nous a élevés à Paris, avec Myriam qui a rempli elle a toujours été la grande sœur, se préoccupant de sa sœur et de son petit frère. Et dans les moments difficiles par la suite, comme tout un chacun que j'ai pu rencontrer, et j'en ai rencontré pas mal, elle a toujours été à mes côtés, quelles que soient les épreuves, les moments difficiles, mais la vie est belle, bien sûr, mais enfin, il y a des moments difficiles, et elle a toujours, Myriam, été sa grande sœur, je suis resté son petit frère, elle a toujours apporté son aide multiforme, avec bien sûr Michou qui à un moment donné est apparu dans la vie de Myriam
Et Myriam et Michou ont toujours été formidables avec moi. Quand il y avait des difficultés, ils étaient présents. Alors, je garde ces personnels. C'est sûr que je suis le dernier représentant des enfants Hirschler, bien sûr, avec souvenir. Moi, je n'ai aucun souvenir physique concret de mes parents. Myriam, bien sûr, en avait, pouvait en parler longuement. Moi, j'ai reconstitué par des témoignages, des documents que j'ai cherchés, et je témoigne sur la vie de mes parents, d'ailleurs, dans les écoles, collèges, lycées, à la demande des professeurs d'histoire, quand la Seconde Guerre mondiale est au programme. Mais je n'ai aucun souvenir. Et Myriam, elle, était intarissable. Elle avait des souvenirs concrets de nos parents. Et elle aura toujours été une grande sœur extraordinaire avec son mari, Michou. Merci beaucoup, Alain. Merci de ces souvenirs. Est-ce que je voulais demander si Nicole Gardel est là ou pas, parce qu'il y a des gens que je ne connais pas qui sont... Nicole Gardel est là? Non, à ce moment, non. Donc, j'aimerais lire des souvenirs que Nicole Gardel nous a envoyés. Maman a refait a repris contact avec elle. On ne se rappelle plus exactement comment ça s'est fait. Il y a un an à peu près. Et en fait, c'était une amie de lycée, des classes de première et terminale au lycée Victor Hugo. Et elle a des souvenirs, elle habite en France, et elle a des souvenirs très vifs de maman. Donc, elle nous a demandé c'est une femme qui est aveugle maintenant, donc il fallait qu'elle ait quelqu'un pour ouvrir le Zoom. Donc, vraisemblablement, elle n'a pas réussi, mais elle nous a envoyé quelques souvenirs. Donc, j'aimerais juste les lire. Alors, voilà. Mes souvenirs remontent au lycée. En seconde et en première, nous étions dans des classes différentes et nous ne nous voyions qu'à la demi-pension. Myriam, comme moi, était une intellectuelle et nous partions dans des discussions sans fin. La plupart des sujets me sont devenus étrangers car cela fait environ 70 ans qu'ils ont existé. Mais ce dont je me souviens est que Myriam discutait avec ses pieds. Lorsqu'elle discutait, elle avait les deux mains dans les poches de la blouse, bras tendus et faisait un grand nombre de pas qui ponctuaient ses paroles. Je le lui avais d'abord fait remarquer, mais c'était ainsi. Elle discutait avec ses pieds. C'est quelque chose qu'on ne savait pas. Lorsque nous fûmes en terminale, nous étions dans la même classe. Nous avons donc pu suivre nos progrès de plus près. Myriam était spécialement intéressée par les questions d'histoire et de géographie. Elle a eu d'ailleurs le premier prix de géographie cette année-là. Peut-être nous discutions de philosophie, de kibbutz, etc. Nous avions une surveillante générale qui était assez handicapée. Elle était petite et avait une hanche plus basse que l'autre, ce qui lui donnait une démarche par à-coup. Nous l'appelions patte à ressort. Un jour, à la demi-pension, je m'esclaffais en disant plusieurs fois patte à ressort dans mon discours. Et je voyais avec intérêt que les jeunes filles en face de moi, dont Myriam, essayaient de me dire quelque chose. Alors, à ce moment-là, je me suis tournée d'un quart vers la droite et j'ai vu patte à ressort en personne qui était à côté de moi. Je ne riais plus, mais la brave femme qui en avait vu d'autres et connaissait le sobriquet que les élèves lui avaient donné ne m'en a pas tenu rigueur. Un jour, Myriam m'a emmenée chez sa grand-mère, donc mamie dont Alain a parlé, son inérable grand-mère. Je savais qu'au début du mois, il mangeait de la viande, etc. Et il y avait des langues partout où c'était nécessaire. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que l'allocation qu'elle devait recevoir s'amenuisait, les menus étaient de plus en plus légers et les lampes disparaissaient les unes après les autres, par faute de pouvoir les remplacer. Quand je suis allée chez la grand-mère, j'ai vu 2 ou 3 jeunes gens qui jouaient de la guitare. Je trouvais cela magnifique. Ils avaient gonflé par leur jeunesse et l'habitude qu'elle contient d'envisager tout de la meilleure façon, le désir et le savoir-faire de jouer de la guitare. Plus tard, j'ai assisté au mariage de Myriam. Elle était belle dans une magnifique robe blanche sous un dais blanc et or. Je la voyais de profil et n'ai donc pu admirer Michou. À un moment, les 2 jeunes gens boivent chacun dans le même verre. Ce symbolisme m'a plu. Il exprimait tout ce que la vie d'un homme et d'une femme réserve à chacun d'entre eux.
Plus tard, il me souvient d'un repas auquel je les avais conviés et Myriam avait apporté des serviettes de couleurs différentes pour chacun d'entre nous. Un peu plus tard encore, je me souviens de l'avoir vu dans un square avec un petit bonhomme de 4 ou 5 ans qui était son fils. Il mangeait une banane. C'est tout ce dont je me souviens. Ce sont des paroles fragmentaires, mais une des dernières fois que je lui ai téléphoné, elle m'a dit « Que veux-tu, c'est ainsi quand on a perdu son père et sa mère dans les camps de concentration ?» Alors qu'il n'était pas question du passé de chacun d'entre nous lorsque nous étions jeunes. Car si nous savions que Myriam avait perdu son père et sa mère dans les tristes circonstances, nous évitions d'en parler pour ne pas réactiver sa tristesse. Mais il est remarquable que, proche de mourir, sa pensée l'a reportée auprès de ses parents. Voilà, donc c'est des souvenirs de Nicole Garden et que malheureusement n'est pas avec nous ce soir. Et j'aimerais maintenant m'adresser à Maggie qui doit bientôt sortir du Zoom. Et Maggie est notre cousine, c'est-à-dire c'est la fille de Ruth, la sœur de papa, Ruth Oppenheimer, Finch. Et voilà, donc Maggie, à toi la parole. Et Maggie est d'Angleterre, mais elle parle un français magnifique. Oh, merci, et je suis en Écosse actuellement. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, Maggie. Ok. Je suis très, très émue par ce que j'ai déjà entendu, très émue. Pour moi, Myriam avait le cœur immense et généreux. Quand, comme enfant, j'ai passé des vacances chez les Oppenheimer pendant quelques années d'affilée, elle m'a complètement acceptée et je sentais qu'elle me respectait en tant qu'individu et s'intéressait vraiment à mes opinions et à mon développement. Elle ne semblait pas avoir ces habitudes adultes de jugement, de condescendance ou de critique. Elle parlait à cette adolescente comme une égale et j'ai beaucoup apprécié cela. J'ai aussi adoré l'entendre parler, même pour cette fille anglophone. La façon dont elle parlait le français était délicieuse. Elle a choisi ces 3 livres que je vais vous montrer pour moi comme cadeau de départ en août 1982 et les a soigneusement inscrits. Alors, le premier livre, c'est La maison de papier de Françoise Mallet-Joris. Et elle a dit ici, « Chère petite Maggie, voici 3 autobiographies. Celle-ci, Vipère au point et un sac de billes, qui, j'espère, te plairont, t'intéresseront à divers degrés. Voir suite dans Joffo, et puis Joffo, sac de billes. Et te rappelleront les moments que tu as passés avec nous cet été. Bon et affreux. On t'aime bien, petite Maggie, et te retrouver, voir suite dans Bazin. Alors ça, c'est Hervé Bazin, Vipère au point. Chaque été devient une très douce habitude. Donc, comme bonne fin de vacances pour cette année et à l'année prochaine ou plus tard. En toute tendresse, ta vieille tante Myriam. Elle n'était pas vieille en ce moment-là. Je pense qu'il est significatif que tous ces livres soient autobiographiques. Malgré le traumatisme inimaginable de son enfance et la séparation brutale de ses chers parents, Myriam avait la force d'esprit de regarder au-delà d'elle-même et un véritable intérêt pour l'expérience des autres. Je me souviendrai d'elle avec beaucoup d'amour et d'admiration. Merci. Merci Maggie, c'est vraiment émouvant. Merci beaucoup. Merci de m'avoir laissé parler. Merci Maggie. Et maintenant, on voulait inviter Vaïba. Est-ce que vous pouvez parler parce que vous conduisez? Vaïba? Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux parler d'ici 10 minutes, je serai chez moi, je parle tranquillement. D'accord, alors vous parlerez après, d'accord. D'accord. Alors, on voulait aussi inviter à parler Denis. Voilà, Denis. Oui, Denis, c'est ton tour. Denis qui a connu maman en France, on ne se rappelait plus exactement quand, dans les années 90, 95, quelque chose comme ça.
et qui a été, maman participait à un cours d'histoire juive, je crois que c'était donné par le MJLF, le mouvement. Non, enfin c'était au MJLF, et c'était, le professeur était Denis, et vraiment, et de ce cours est sortie une amitié entre eux. Alors, Denis. Merci Natacha, merci Joël. Je suis très, très touchée une fois de plus de venir apporter mon témoignage, alors qui est très inscrit dans le temps, puisque il se trouve que j'étais donc effectivement en France, comme tu l'as. J'habite Israël depuis 1974, mais je suis, après mon service militaire, je suis parti en France pour ma thèse de doctorat. Et donc, pour, je dirais, un peu gagner ma vie, si j'ose dire, hein, parce que j'étais jeune étudiant à Paris, j'ai donc donné des cours d'histoire juive, d'histoire d'Israël, d'histoire du sionisme, dans plusieurs institutions juives, le Centre Rachi, et l'une de ces institutions, effectivement, c'était bien le MJLF, où, alors le seul qui peut en témoigner d'ailleurs, c'est également Henri-Jacques Henrion, dont j'ai vu l'image, hein, que je n'ai pas revue depuis tant d'années, puisque je suis resté à Paris, tu demandais les dates, de 1987 à 1990, donc pendant 3 ans. Et donc, je donnais régulièrement des cours, ce qui m'est arrivé beaucoup de fois à cette période-là, si ce n'est que, et c'est pour ça que je suis très touché d'en parler, en général, je n'ai pas gardé de contact avec les élèves, hein, peut-être sur le moment, quelques semaines, quelques mois, voire 1 an, mais pas plus. Alors que dans le cas de Myriam, il y a eu vraiment, oui, une sorte de déclic, comme ça arrive finalement assez peu comme ça dans la vie. Elle a eu beaucoup d'estime pour mon travail, pour ce que j'ai fait. Et voilà, et c'est mise en place, voilà, une amitié, alors qui a duré, je ne sais pas, je dirais, après je suis bien sûr revenu en Israël, mais on a continué de se voir. Et puis, je pense qu'au début des années 2000, voilà, à peu près, je crois qu'après ça a dû s'interrompre. Il n'y avait peut-être pas encore ni les WhatsApp, ni les mails. Je venais peut-être pas souvent aussi à Paris. Mais en tout cas, dans cette période-là, et c'est quand même au moins un peu plus d'une dizaine d'années, eh bien, voilà, j'ai été très, très touché. Et je voudrais dire très précisément pourquoi. Parce que donc, nous sommes en 1987 et un peu comme en a témoigné le souvenir que tu as rapporté, Natacha, dans les années 70 et 80, il semble, en tout cas, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais il semble qu'il était assez rare que les personnes donnent leur propre témoignage de ce qu'ils avaient pu vivre dans cette période de 1940 à 1945, ou 44 pour la France. Et en revanche, c'est en 1985, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais il y a eu le film de Shoah de Lanzmann. Cette génération-là est devenue grand-père et grand-mère, et donc ont éprouvé le besoin d'en parler. Et pourquoi je raconte tout cela? Tout simplement parce que, et c'est pour ça que Myriam est si importante pour moi, c'est qu'en fait, c'est la première personne qui m'a parlé, non plus à travers un témoignage écrit d'Elie Wiesel, de Primo Levi, des souvenirs que des tas de personnes ont écrits dans les années 50, 60, 70, 80. Là, c'est la première fois que quelqu'un que je ne connaissais pas, que je venais de rencontrer, eh bien, m'a parlé directement de cette période-là. Et pour moi, ça a été, voilà, c'est toute la différence entre une littérature écrite, une littérature de témoignage, et un témoignage direct. C'est là la force de la voix, parce que elle me l'a raconté, alors pas en bloc, hein, mais par bribes. Et je sais que c'était très douloureux, et je me sentais, je dois dire, mais il faut comprendre, c'est pour ça que je vous ai raconté le contexte. D'ailleurs, encore une fois, des témoignages, il y en avait d'innombrables, mais si on n'avait pas une famille directement concernée, soit il y avait une chape de silence. En tout cas, le fait est que j'ai été, voilà, je me suis senti, si j'ose dire, comme le dépositaire d'histoire, de cette histoire en particulier. Et voilà, avec ce que donc le frère de Myriam Alain a raconté tout à l'heure, c'est-à-dire s'occupant de ses enfants, le rapport avec le sentiment, je vais dire ici, complexe
qu'elle entretenait à la fois une grande admiration et puis le sentiment voilà, qu'il lui était tombé à cause des circonstances un fardeau difficile, pénible. Et je pourrais vous donner des bribes comme ça. Alors, bien sûr, elle m'a parlé de cette période-là, mais également de la reconstruction, de ce qu'on dirait aujourd'hui la résilience. J'ai gardé, par exemple, le souvenir, hein, mais ceux qui en étaient contemporains le savent beaucoup mieux que moi, à propos de la cérémonie de mariage. Alors, bien sûr, je n'y étais pas, hein, c'est un témoignage qu'elle m'a apporté. Il y a la parole. Je l'avais demandé avec candeur, mais comment on fait pour se marier quand quelques années auparavant, comment on marquait le souvenir, l'absence des parents qui n'étaient pas présents. Et je me souviens, elle m'a dit, eh bien, j'ai demandé à ce qu'on joue, alors peut-être qu'aujourd'hui on ne pourrait pas le faire dans les synagogues, mais à l'époque en tout cas c'était possible, la suite de Bach, l'adagio de la suite de Bach. Et je dois dire qu'à l'époque, je connais Bach bien sûr, mais cette suite en particulier pas forcément. Et je l'ai écouté la première fois quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois après. Mais en tout cas, voilà, ça m'a marqué. Et je dois dire que même si par la suite je n'ai plus de relation continue avec Myriam, mais chaque fois que j'entends cette musique, qui est un morceau de bravoure de la musique classique, voilà, sans avoir participé à ce mariage, je dirais c'est comme si j'y étais. Voilà. Et puis, elle est aussi associée, puisque je parle de mariage, donc je finirai aussi sur un mariage, puisqu'elle a tenu absolument, et j'en étais très heureux, hein, puisqu'on était encore très proches à ce moment-là, à participer au mien. Et Joël m'a raconté qu'il était le chauffeur pour emmener de Beth Netofa jusqu'à Bitan Aaron. Bitan Aaron, c'est un peu au-dessus de Natania, près de la mer. Et donc, voilà, j'ai regardé d'ailleurs récemment les quelques photos de l'événement où justement elle est en compagnie de Joël. Et voilà, et j'ai gardé d'ailleurs encore une nappe en dentelle. Voilà, elle était très fière de cette nappe. Enfin, je veux dire, pour elle, c'était très significatif, la table dressée. Et voilà. Et donc, même si par la suite, les rapports se sont un petit peu, voilà, ils se passaient, puis à un moment, ils ont disparu. Mais je dois dire que dans cette période-là, et je parle des années 90 à 2000, hein, donc vous voyez, c'est pas peu, eh bien, très souvent, je ne sais pas si je dirais systématiquement, mais en tout cas, très souvent, quand je venais à Paris, parce que j'étais déjà universitaire, j'étais invité à des colloques, à des manifestations diverses, eh bien, j'allais chez eux. J'ai vu tout à l'heure Françoise, que je n'avais plus vue depuis tant d'années. J'étais heureuse ça. Tout de suite, son nom m'est revenu en voyant parmi les participants. Et donc, je la voyais également quelques fois là-bas. Et j'étais toujours très, très bien reçue par elle. Elle me parlait de beaucoup de choses qui la touchaient. Elle me montrait sa bibliothèque. Elle m'a parlé de Gaston Berger, parce que j'étais universitaire et c'était son patron. Elle dirigeait une revue. Elle s'occupait de la rédaction d'une revue dont j'ai conservé d'ailleurs quelques numéros. Et voilà. Et Michou aussi, que j'ai découvert si bon, si patient, si généreux, et que j'ai été très touché de revoir dans les circonstances effectivement de la disparition de Myriam. Voilà, donc je n'ai pas comme vous tous maintenu des relations de longue durée, mais en même temps, voilà, c'est un moment, parce que c'est formateur quand on est jeune. J'avais voilà, hein, 20 ans, 21, c'est après l'armée, donc je vais avoir 21 ans. Donc voilà, dans toute cette période de jeune adulte, voilà, Myriam m'a beaucoup compté, m'a raconté beaucoup de choses, je faisais aussi beaucoup de confidences. Et voilà l'importance qu'elle a eue, même si c'est une partie de la vie seulement, mais c'est une partie dont vous savez tous combien elle compte beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Merci, Natacha. Voilà. Alors, Vaïba, maintenant, alors je vais juste présenter Vaïba. Vaïba a travaillé chez les parents, je ne sais pas, depuis quand Vaïba, je ne me rappelle plus exactement, mais ça fait déjà plusieurs années. Elle est devenue vraiment un membre de la famille. Et elle a donné vraiment tout son cœur et tout son amour aux parents, et en particulier à maman, quand déjà ça commençait pas toujours à être facile avant que maman arrive en Israël. Donc vraiment, Vaïba l'a accompagnée sans arrêt avec toute sa tendresse.
Et Vaïba voulait vraiment dire quelques mots. Alors, Vaïba, avant tout, la parole. Bonsoir tout le monde. Et tous mes condoléances à la famille Oppenheimer. Et qu'elle repose en paix, que Dieu prend soin de son âme. Pour moi, elle était ma confidente, j'étais sa confidente. C'est... Je parle après. Vaïba, vous voulez parler après? Oui, vous voulez... Oui. D'accord. Pas de problème. Je peux parler après. D'accord. Vous êtes prête, vous parlez. Vous nous le dites, vous me le dites et vous parlez. D'accord. Voilà. Vous voulez juste, juste en attendant fermer votre micro, Vaïba, c'est OK? Oui. Merci. Et je voulais juste me tourner vers Henri-Jacques. Je ne me rappelle plus, Henri-Jacques, si tu voulais dire quelque chose ou pas, ou je ne sais plus. Henri-Jacques est petit cousin de maman, donc du côté de maman, petit cousin de maman et de Alain Hirschler, côté Hirschler, très proche des parents. Donc, Henri-Jacques, attends, tu as disparu, je ne te vois plus. Je ne sais pas. Alors, en attendant qu'Henri-Jacques, je ne sais pas où il a disparu. Est-ce que je voulais m'adresser à Hélène Amiel, qui est là aussi. Oui, Hélène a accompagné maman vraiment les 6 derniers mois à peu près. 6 derniers mois. Elle venait de Turia, de la ville d'à côté, et elle venait lui tenir compagnie une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, une ou deux fois par semaine. Et il s'est aussi créé une relation tout à fait particulière entre Hélène et maman. Donc voilà, je te donne la parole. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Je suis très émue d'être avec vous ce soir. C'est vrai que le jour de l'enterrement, j'avais beaucoup voulu parler. Malheureusement, j'ai pas pu rester, j'ai dû partir. Et je suis vraiment contente de ce soir avoir la possibilité de lui rendre hommage et de pouvoir dire quelques mots. C'était il y a presque un an, c'était notre première rencontre le 15 novembre 2020. Par l'intermédiaire d'une personne interposée, on m'a dit voilà, on recherche une personne francophone, française, qui pourrait tenir compagnie à une dame qui est ici, qui ne parle pas l'hébreu et qui est assez nostalgique de la France et qui voudrait bien pouvoir discuter de tout, de la culture, de la nourriture, de la télé, de plein de choses de la France, ça lui manque. Et donc, moi, c'était une époque très, très difficile pour moi. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est une période où mon mari a été malade du corona, un des premiers, et il a été hospitalisé en mars 2020 suite à un voyage en France. Il a été hospitalisé presque un mois à l'hôpital. À sa sortie, il n'est pas du tout sorti indemne. Encore aujourd'hui, il n'est pas complètement remis. Après tout ce temps, il est considéré comme handicapé par le bitoire Léomi. Donc, c'était une période très, très difficile où donc, lui n'était pas bien. On n'avait pas encore vraiment d'aide pour là-dessus. Moi, j'étais au chômage. Bref, une période un peu noire. Et puis donc, j'ai reçu cet appel pour venir donc tenir compagnie à cette dame. Voilà. Donc, on fait connaissance. C'était un 15 novembre. Première rencontre se passe très bien. À l'époque, encore, elle sortait de la chambre, donc on s'est vu dans le salon. On a pu parler, on a parlé assez longuement. On s'est présenté et ça s'est plutôt bien passé. L'idée, je sais qu'à la base, lui plaisait pas beaucoup. L'idée entre guillemets d'une dame de compagnie, ça lui plaisait pas trop. Mais bon, elle s'est laissée pas tenter, elle s'est laissée, on va dire, convaincre par la famille.
Et donc au début, les débuts ont été un petit peu difficiles, c'est normal. Enfin, on se connaissait pas, et puis au fur et à mesure des rencontres, on va dire, on s'est un peu apprivoisé l'une et l'autre. On parlait de choses, on est rentré dans des choses plus personnelles, on se connaissait de mieux en mieux, on parlait vraiment de tout. Et bon, moi, je me suis beaucoup confiée parce qu'à l'époque, c'était une période très difficile et elle me parlait, elle me remontait le moral, elle me donnait des conseils. Des fois, elle me criait dessus. Elle se fâchait sur moi, mais pas de façon méchante. C'était vraiment toujours uniquement pour m'aider, pour me réveiller, pour me dire, attends, réveille-toi, il faut faire ci, il faut faire ça. Et évidemment, recevoir des conseils, de l'aide d'une personne avec une telle expérience, c'est très enrichissant et c'est quelque chose qui ne se passe pas 2 fois dans une vie, je crois. Et donc, au fur et à mesure, on a tissé des liens assez forts. Elle aussi, elle s'est beaucoup confiée, elle m'a parlé de choses aussi, de sa vie personnelle, etc. Et chaque rencontre devenait vraiment, chaque fois aussi bien, je crois pour elle que pour moi, quelque chose qu'on attendait toutes les deux, quoi, cette rencontre et ces échanges. Alors, où t'en es? C'est quoi la suite de l'histoire? Des fois, on regardait même un programme télévisé ensemble et puis on commentait. Et puis après, on s'est mis à rêver ensemble parce qu'elle avait très, très envie de repartir en France. C'est quelque chose qu'elle avait dans la tête. Ça lui manquait énormément. Donc, on s'imaginait, je lui disais, on va partir toutes les deux. Et puis, je vais vous emmener là, je vais vous emmener là. Et puis, déjà au départ, j'ai eu l'idée que vous serez sur les jambes, on ira à Natania parce que j'ai même mes beaux-parents à Natania. On pourra aller chez mes beaux-parents, on ira se balader au bord de la mer. Et elle rentrait dans le jeu, c'était génial parce qu'elle me disait oui, alors si tu connais un magasin de maillots de bain là-bas, j'aimerais bien que tu m'emmènes parce que j'ai plus de maillots de bain à ma taille. Et je trouvais ça génial. Elle était dans son lit, elle arrivait déjà presque plus beaucoup à bouger et elle me parlait qu'on aille acheter un maillot de bain à Natania et c'était vraiment. Donc autant quand on était ensemble, j'ai l'impression que j'arrivais de temps en temps à se la refaire, à se réimaginer marcher et vivre et aller dans un restaurant. La faisais saliver sur des restaurants avec de la gastronomie française, etc. Et elle aussi, elle me faisait aussi beaucoup rêver et me donnait des conseils. Enfin, vraiment, c'était extraordinaire. Et je dois dire que cette rencontre a été très importante pour moi parce que c'était donc une période où j'ai perdu beaucoup confiance en moi, où j'avais perdu beaucoup comment dire, je cherche les mots, je parle beaucoup en hébreu, alors je cherche mes mots, de la reconsidération de moi en fait. Et par nos rencontres, elle a réussi à me faire dire, Hélène, tu es quelqu'un de bien, Hélène, tu es une femme bien, et ne pense pas que tu es quelqu'un de pas bien, tu es une personne extraordinaire. Et je pense que quand on est mal, ça fait tellement bien de l'entendre. Et venant d'elle, c'était vraiment, pour moi, c'était très, très grand. Et je pense qu'elle fait partie des personnes qui m'ont aidée à passer ces dures épreuves que j'ai passées ces derniers mois. Malheureusement et heureusement, j'ai trouvé du travail. Le 1er juin, j'ai commencé à travailler. Un travail qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'heures et beaucoup d'énergie, qui me permettait malheureusement plus de venir jusqu'à Mespen et Tofa. Donc, à mon grand regret, mais c'était vraiment très compliqué. Donc, on se parlait au téléphone de temps en temps. Et j'ai réussi à me sauver une fois, à venir peu de temps avant qu'elle nous quitte. Et la semaine d'avant, j'ai eu la chance de pouvoir lui parler au téléphone et lui annoncer que j'étais devenue grand-mère, parce que je suis grand-mère depuis 1 mois. Et donc, je l'avais appelée pour lui annoncer. Et elle était tellement contente. J'avais entendu dans sa voix tellement de joie sincère. Ça m'avait fait énormément de bien. Et même si je n'ai pas pu la voir malheureusement ces derniers temps, mais au moins d'avoir entendu sa voix une semaine avant et d'avoir pu lui annoncer une bonne nouvelle et qu'elle était contente, ça m'a donné aussi beaucoup ça m'a dans la consolation parce que j'étais énormément attristée, peinée et touchée par son départ. Mais de savoir que les dernières fois que je lui ai parlé, c'était pour lui donner de la simra, de la joie. Alors, ça fait du bien. Donc, voilà, c'est une rencontre pour moi extraordinaire, quelque chose que j'oublierai jamais. Elle restera, même si ça a été qu'une petite année, elle restera toujours dans mon cœur. Myriam, il n'y en a qu'une. Il y en aura toujours qu'une Myriam Oppenheimer et je ne l'oublierai jamais.
Et toutes mes condoléances à la famille. Je suis vraiment... on ne se connaît pas bien tous parce qu'on n'a pas eu tellement l'occasion, mais voilà, Myriam est dans mon cœur et vous êtes aussi dans mon cœur, la famille. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment touchant parce que c'est des choses que finalement, c'est un autre aspect de maman qu'on ne connaît pas et donc on a la chance d'entendre cet aspect par toi. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Et Vaeba, vous voulez parler ou vous voulez attendre encore un petit peu? J'ai entendu la dame de compagnie, tout ce qu'elle a dit, on dirait que c'était moi les débuts. C'est Myriam. Elle n'est pas hypocrite, elle est franche. Quand elle a envie de dire un mot, je ne peux pas dire, elle le dit. C'est vrai, elle n'a pas froid aux yeux. Elle est honnête. Elle est franche et elle est honnête. Quand elle aime quelqu'un, elle l'aime. Quand elle n'aime pas quelqu'un, elle montre à la personne qu'elle ne l'aime pas. Elle est comme ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est vrai, elle est devenue ma confidente. Des fois, elle me dit, Waïba, je ne te gronde pas, je te pousse pour que tu te réveilles. Waïba, n'oublie pas, ici, ce n'est pas chez moi, c'est quand tu viens, tu es chez toi. Mais j'ai travaillé chez plein de personnes et je n'ai jamais vu une honnête comme elle. Elle était là quand elle me dit quelque chose, je sais, elle ne parle pas derrière le dos. Elle est là. Des fois avant, je me fâchais. Je ne connais pas, mais après, avec Michou, il me dit non, t'inquiète pas, Waïba, elle est comme ça, elle n'est pas ça. Et toi aussi, Natacha, quand tu me dis, mais après, j'ai pris l'habitude. Et après, elle est devenue ma deuxième mère. C'est elle qui me conseille. Je lui raconte mes secrets, elle me raconte ses secrets. Et des fois, on fait des trucs en cachette comme Michou. Il ne faut pas qu'il... Quand on achète un truc, surtout, je me rappelle pour les médicaments, elle me dit, il faut passer un secret entre moi et toi. Elle me dit, moi, je tiens le secret. Mais il ne faut jamais dire à Michou. Il y a des trucs qu'elle a fait. C'est maintenant, quand je pense, ça reste toujours, c'est gravé ici. On ne peut pas l'oublier. C'est une dame, on peut pas l'oublier. Elle est là. On ne peut pas. C'est incroyable. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas comment. Même les mots, j'arrive pas. Je vous jure, le cerveau, il est à zéro. J'arrive pas. Je sais pas. J'arrive pas. Myriam, elle restera toujours Myriam. Je sais qu'on l'aime tous. Je vais juste vous dire, Vaïba. Et c'est elle m'a appris quand je parle français, c'est elle me corrige. Elle me dit, Waïba, attention, tu ne te fâches pas. Elle me corrige. Quand j'ai dit, j'ai engueulé mon fils. Elle me dit, on ne dit jamais engueulé. On dit, j'ai grondé. On dit, toujours, elle m'apprend. Je dis, pourquoi? Ce n'est pas un gros mot. Elle me dit, si, c'est un gros mot. Elle m'a appris beaucoup de trucs. Elle m'a appris, des fois, quand j'écris une lettre, je lui dis, elle me montre, elle me dit non. Même pour le point, elle me dit, c'est une faute. Elle était elle était une maîtresse, une amie, une confidente, une patronne, tout en même temps. Et j'ai le vide, je jure. Vaïba, je voulais juste vous dire que, en tout cas, maman parlait beaucoup de vous, beaucoup d'amour. Et vraiment, elle s'inquiétait pour vous de savoir si vous aviez du travail, comment vous alliez, etc. Donc, elle parlait de vous très, très souvent. Même quand je parlais avec elle, je n'ai pas fait le vaccin. Elle me dit, tu as fait le vaccin? Je dis, si, j'ai pris le rendez-vous. Elle me dit, je te jure, j'ai dit, si, j'ai pris le rendez-vous. Et la deuxième fois que je l'ai appelée, je ne voulais pas jurer, j'ai fait le rendez-vous, j'ai fait mon vaccin. Quand j'ai reparlé avec elle, elle me dit, jure que tu as fait le vaccin. J'ai dit, je te jure, Myriam,
je te jure, j'ai fait le vaccin. Là, elle m'a dit, oui, il ne faut pas. Et avant, j'avais peur. J'ai dit, il y a le vaccin, il y a le portable qui colle au bras. Ça, je ne le fais pas. C'est elle, derrière moi, je vous le jure, j'ai fait. Et quand j'ai parlé avec elle, j'ai juré. J'ai juré que j'ai fait le vaccin, je me sentais à l'aise. Et chaque fois, j'ai dit, j'ai fait le vaccin à cause des Myriam. Après, elle me dit, n'oublie pas que Michou, il va venir et toi, tu n'es pas vacciné. J'ai dit, je te jure, je vais faire le vaccin avant qu'ils arrivent. Eh bien, j'ai fait mon vaccin avant que vous arriviez. Et chaque fois que je l'appelle, elle n'oublie pas. Quand je lui dis quelque chose, elle n'oublie pas. Ça. J'ai appris beaucoup de trucs. J'ai appris la patience avec elle. Avant, je croyais que j'étais patiente, mais elle, quand elle veut quelque chose, elle veut. Et avec elle, j'ai appris. C'est que son âme repose en paix. Merci, Vaïba. Vraiment, merci beaucoup. Et Joël, j'ai appelé, je n'arrivais pas à te rejoindre, et après, je ne voulais pas appeler parce que je n'arrivais pas. Je sais qu'elle tient beaucoup à toi. Et c'était dur. Et là, je t'embrasse fort et je te dis toutes mes condoléances, Joël. Merci. Et je vous embrasse tous. Merci, Vaïba. Michou. Oui. Ouais. Est-ce que Henri-Jacques voudrait dire quelque chose? Oui, alors j'ai retrouvé le micro parce que j'avais du mal à le trouver tout à l'heure. Alors moi, j'ai des souvenirs de deux périodes différentes, si je puis dire. Quand j'étais enfant et que j'ai été à Châtenay et que j'ai fait la connaissance d'ailleurs à ce moment-là chez Michou et Myriam de Robert et Paulette Sommer. Et je dois dire que mes souvenirs d'enfant sont que j'étais impressionné à la fois par les Sommer, mais aussi par Myriam. Moins par Michou, je dois dire, mais Myriam m'impressionnait. Elle m'impressionnait probablement par son côté culturel, par cette grande culture qu'elle avait. Et je me sentais tout petit à ce moment-là. Et puis le deuxième, les souvenirs, alors plus récents cette fois-ci, c'est plus en tant qu'adulte, là, en tant que père de famille. Et lorsqu'on a eu la chance d'avoir Myriam et Michou pour passer un seder à la maison, et c'était des moments où je peux dire que Myriam participait vraiment beaucoup au seder. Et avec sa personnalité, parce qu'elle avait une grande personnalité. Et pour tout dire, d'ailleurs, il y avait quelquefois des deux personnalités qui se heurtaient autour de notre seder, entre celle de Myriam et celle de ma mère. Ce qui ne vous étonnera pas pour ceux qui connaissent ma mère. Voilà. Donc, des souvenirs vraiment de quelqu'un qui avait une curiosité intellectuelle extraordinaire, qui savait plein de choses. Alors, j'avais déjà ça à la maison avec ma mère, mais je l'ai retrouvé aussi chez Myriam, de la même manière. Et puis, je voulais dire, j'en profite maintenant pour dire à Denis Charbit que j'ai eu des confidences de Myriam qui aimait beaucoup tes cours, Denis, qui appréciait, mais de façon extraordinaire. Et pour quelqu'un qui était cultivé comme elle, ça a de la valeur d'entendre que vraiment, elle avait un très grand plaisir à suivre tes cours. Voilà. Merci, Henri-Jacques. Et la parole à papa. Papa, tu voulais dire quelque chose? Attends, mais il faut que tu ouvres ton micro, papa. Non, c'est fermé encore. Voilà. Alors, deux anecdotes de notre jeunesse.
qui démontre aussi le caractère un peu de Myriam. Au bout d'un certain temps, quand nous sommes connus, un soir, un vendredi soir à Marc, on a décidé de se marier dans l'avenue. Attends, je dis, Marc, c'est la maison, c'était la maison de campagne des Sommer. Et c'était un vendredi soir et c'était un 11 juillet. Alors, quelques années après, le 11 juillet, c'était une journée très, très spéciale et sacrée. Mais au bout de quelques années, Michou, qui avait déjà une certaine distraction, a oublié d'envoyer des fleurs le 11 juillet. Naturellement, on m'appelait au téléphone au travail. Tu sais quel jour nous sommes? J'ai dit non. C'est le 11 juillet. Ah oui, alors. Mais il faut que tu racontes qu'est-ce que c'est que le 11 juillet. Tu voulais dire le 11 juillet. Pardon? Et pendant des années, je me faisais rappeler à l'ordre parce que je ne me souvenais pas du 11 juillet. Alors finalement, le mariage a eu lieu. Ça, c'est la deuxième anecdote. Nous nous sommes mariés un après-midi et il y a eu une petite réception dans l'appartement des Sommer parce que tout de suite après, nous avions prévu de prendre le train pour Innsbruck. Et à l'époque, on était encore 8 passagers par compartiment. Et Myriam, c'était la première fois qu'elle avait une bague au doigt. Elle n'a pas cessé de la tripoter et la bague a fini par tomber par terre dans le wagon. Et naturellement, je lui dis maintenant, on ne peut pas chercher. Il y avait 8 autres voyageurs. Et finalement, heureusement que le train s'est arrêté suffisamment longtemps à Innsbruck et nous avons retrouvé la bague. Voilà. Voilà, merci papa. Et non, maintenant c'est ouvert un peu à ceux qui voudraient raconter des souvenirs ou rajouter des souvenirs. Je sais que Cécile voulait dire des petites choses, je ne sais pas. J'invite tout le monde, quoi. Tous ceux qui veulent peuvent dire quelque chose. Avec le phone. Cécile, tu veux dire quelque chose? Mais il faut que tu ouvres ton micro. En bas à gauche. Cécile, il faut ouvrir ton micro. Tu passes ta souris en bas à gauche ou en bas à droite, je ne sais pas si c'est en français ou en ivoirien. On t'entend pas, le micro n'est pas ouvert. Natacha, c'est peut-être le micro de l'ordinateur. Non, non, toi, tu as réussi à ouvrir, donc ce n'est pas le micro. Non, mais peut-être chez elle, son ordinateur est fermé, le micro. Non. Bon. En attendant, est-ce que quelqu'un d'autre veut raconter quelque chose? יואל, יש לך את האפשרות לפתוח לה את המיקרו כהוסט? Bon, moi, je veux bien raconter un truc. Enfin, c'est même pas un souvenir, c'est un événement qui s'est passé juste après ma naissance et qui montre un peu, on n'en a pas parlé à cette soirée, c'est le sang-froid de maman qu'elle avait de beaucoup de circonstances. Et moi, je suis née quelques jours après ma naissance, j'avais des angiomes sur tout le corps et donc qui apparaissaient et qui disparaissaient. Et en fait, très vite, il a fallu me soigner et le soin qu'il y avait à l'époque pour ce genre de choses, je ne sais même pas si aujourd'hui ça se soigne ou pas. Joël, enfin, à l'époque, ça se soignait et comment on faisait? On brûlait à la neige carbonique. Donc, ce qui était quand même je veux dire, un soin très agressif. Et je me suis rappelée moi, je ne me suis pas rappelée parce que j'étais bébé.
mais maman m'accompagnait, c'est elle qui m'emmenait chez le dermatologue. Je ne sais pas si c'était une fois par semaine ou plusieurs fois. Enfin, elle passait vraiment beaucoup de temps chez le dermatologue et elle me tenait dans ses bras. Et donc, moi, je hurlais et elle arrivait vraiment avec beaucoup de sang-froid. C'est ce qu'elle m'a raconté. Il y a même eu un témoignage parce qu'elle a été, j'ai été à l'Institut Pasteur, on a fait une recherche sur moi, sur ce qui s'était passé. Donc, il y a le dermatologue qui a fait tout un exposé sur moi à l'Institut Pasteur. Il a dédicacé cet exposé à maman en tant que mère qui était vraiment capable. De toute façon, il n'avait pas vu souvent ça, une mère qui puisse tenir son bébé, qui reçoit des soins tellement douloureux et agressifs. Et je pense que ça, c'était vraiment, je veux dire, bon, moi, je ne m'en souviens pas. Je suppose que mon corps s'en souvient parce que je pense que quand même, je veux dire, j'ai quand même au niveau de la souffrance, j'ai quand même un seuil de souffrance assez élevé au niveau du corps. Mais je veux dire, grâce à elle, j'ai pu, elle m'a vraiment, en termes de psychologie, elle m'a vraiment pu me contenir à ce moment-là. Donc, je en suis vraiment reconnaissante et je pense que pendant le reste c'est vraiment là. Et voilà, ça, c'est quelque chose que je voulais montrer, dont on n'avait pas parlé ce soir, mais vraiment, et ça a été prouvé dans beaucoup d'autres circonstances, le sang-froid de maman. Je vais ajouter. Joël veut rajouter quelque chose. À propos du sang-froid de maman, c'était quand même intéressant de voir le contraste qu'il y avait entre ces récits d'enfants angoissés pour ses parents, très, très angoissés, et le sang-froid qu'elle avait face à des situations de stress. On se rappelle tous comment est-ce qu'elle a débarqué tout à fait naturellement et instantanément quand la guerre du Golfe a éclaté. C'était à ce moment-là, quand les missiles irakiens tombaient sur Israël, Israël n'était pas exactement un point de tourisme de masse, disons. Et elle est arrivée, okay. Et elle est arrivée vraiment sans hésitation, être avec nous. Et on avait l'impression avec elle qu'elle était une sorte de roc à ce niveau-là. Rien ne l'impressionnait. À ce niveau-là, c'était un peu comme s'il nous disait, moi, après ce que j'ai passé, plus rien ne m'impressionne. Tout ça, c'est des jeux d'enfants à côté de ce que j'ai vécu. C'était un peu l'impression qu'on avait. Et elle était vraiment à ce niveau-là d'une solidité extraordinaire. Bon, Natacha. Bon, Natacha, je peux parler maintenant? Okay. Oui, Cécile, vas-y. D'abord, je veux remercier les personnes qui viennent de parler. Ces témoignages sur Myriam ont été très, très intéressants, vraiment. Vraiment d'autres aspects qu'on ne connaissait pas de Myriam et comme elle a pu aider autour d'elle, c'est extraordinaire. Ensuite, je voulais raconter que, en fait, les petites Hirschler, comme on les appelait, entre guillemets. Une minute, Cécile, je ne t'ai pas présentée. Donc, Cécile est une autre sœur de papa, Cécile, Sommer. Alors, à la maison, dans les années 50, on recevait les petites Hirschler, entre guillemets. C'était des jeunes filles très bien élevées. Il fallait se tenir bien quand elles venaient. Elles avaient de très bonnes manières que mamie leur avait enseignées. Alors, ce qui était curieux, c'est que la grande, c'était la petite et la petite, c'était la grande. Bon, il s'agissait de Myriam et Jocelyne. À un moment, Michou et Myriam ont décidé de vivre ensemble. À ce moment-là, je lui en ai voulu à mort. J'étais très jalouse parce qu'elle me volait mon grand frère. Et bon, j'ai fini par en prendre mon parti. Une autre chose que je voulais raconter, c'est Myriam et toi, Michou, et vous tous, c'est l'hospitalité
à Châtenay, chez vous, c'était considéré comme parfaitement normal qu'on vienne passer nos vacances à Châtelet, qu'on s'installe. On pouvait, même que vous soyez là ou pas, on pouvait être là 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Évidemment, il y avait la clé pour la cave à vélo pour sortir le Shabbat et toutes les instructions, comment il fallait aller à la Choule, à Fontenay-aux-Roses. Mais on était comme chez nous, c'était normal, c'était sympa, c'était toujours formidable. Et la dernière chose que je vais raconter, que je n'oublierai jamais, quand Tamé a été tué, c'était un vendredi. Donc, le samedi soir, on s'est assis pour faire Shiva. Et dimanche matin, Myriam a pris le premier avion pour venir avec nous, être avec nous pendant cette semaine. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Voilà. Merci, Cécile. Il y a encore quelqu'un d'autre qui voudrait parler? Non, mais qui parle? Il y avait quelqu'un derrière, Yair, qui devait parler. Madora, ça tombe tout le temps. Chapeau, Natacha, pour cette soirée. Manu, tu veux dire quelque chose? Ouais, c'est vachement fait. Tout le temps. Obligé. En bas à droite, Manu, en bas à gauche. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, alors Manu, c'est donc le fils de Jocelyne, la sœur de maman. J'étais beaucoup, comme disait Cécile, Châtenay était ouvert, était vraiment une maison ouverte. Et c'est vrai que... Bon, לא, אני אעשה תאונה. הכניס את הבכתי פה עכשיו. רגע, שנייה, יש אנשים ששומעים ברקע, אם אפשר לבדוק שכולם... Fermez vos micros. Fermez vos micros. זה היה בעברית. C'est bon, Gabi, c'est bon. Je crois, Manu. Excuse-moi. C'est bon, Manu. Voilà, donc... Attendez. Vous entendez? Voilà. Très bien, on t'entend. Oui, d'accord. Donc voilà, donc... Manu, tu as 2 ordinateurs qui sont ouverts. C'est peut-être pour ça que ça fait de l'écho. J'ai fermé. Non, ça fait encore de l'écho. Voilà, ça fait plus d'écho. J'ai un problème de caméra, c'est pour ça. Bref, j'ai beaucoup été à Châtenay-Malabry. J'étais très copain avec Natacha, puis après j'étais très copain avec Joël. Et c'est vrai que Myriam m'a toujours accueilli. La maison était ouverte, c'était vraiment, la maison était ouverte, la cuisine était ouverte. Et il y avait aussi, ce qui était merveilleux chez Myriam, enfin, elle était dans sa chambre et j'adorais sa chambre parce que sa chambre, il y avait des piles de livres de tous les côtés. Plein de bouquins. Ça n'a pas changé, Manu. Très souvent, je rentrais discuter avec elle et on parlait littérature, mais vraiment on parlait littérature pendant un certain temps. Elle me recommandait des livres et moi, je lui recommandais aussi des livres. Ça a été voir... C'était plus autant de Fontenay là, avec Joël quand on était à la Choule et qu'on faisait des trucs. Je rentrais, il y avait toujours un moment où j'allais voir Myriam et on discutait ensemble littérature. Et je peux aussi rappeler encore une petite anecdote, c'est que Myriam disait toujours que que j'étais blond, que je lui ressemblais beaucoup. Je sais que Myriam le disait beaucoup et ça faisait toujours très plaisir. Voilà. Voilà. Et c'est très émouvant d'entendre tout ce qu'on a entendu. Et c'est ce qu'on pouvait, de faire de mieux pour elle, quoi, en ce moment, vraiment. Voilà. Merci, Manu. Vraiment, merci.
Et quelqu'un d'autre veut dire encore un petit mot? Même des gens qui ne l'ont pas vu récemment, ça n'a aucune importance. Jean-Pierre, tu veux dire quelque chose? Je vais représenter. Oui. Oui. Bon, Jean-Pierre. Jean-Pierre à Paris. Vous m'entendez? Bon, moi, je veux juste évoquer les circonstances dans lesquelles j'ai connu Myriam et Michel, puisqu'elles sont indissociables de mon amitié avec Joël. On était des jeunes étudiants en médecine, en première année de médecine. C'était déjà une époque où il y avait un concours sélectif et on travaillait beaucoup en première année pour avoir ce concours. Et donc, il nous arrivait d'aller travailler chez l'un ou chez l'autre. On a beaucoup travaillé ensemble pendant cette première année. Après, plus tard, nos chemins ont divergé, mais en tout cas, de la première année, on était même 3 en fait à faire ce qu'on appelait des sous-cols pour se préparer au concours. Et donc, j'avais toujours un accueil chaleureux qui ne s'est pas démenti ensuite, même quand j'ai un peu perdu de vue Joël parce qu'il était parti en Israël, je continuais à voir assez régulièrement Michel et Myriam qui m'ont invité plusieurs fois pendant leurs vacances en Suisse. J'ai comme ça découvert la montagne l'été, la Suisse l'été, des tas de beaux endroits où sans eux, que je n'aurais pas connu, Evolène, moi aussi j'ai connu Evolène. Leukerbad, et d'autres. Et donc, voilà, je garde ce souvenir. Ce sont les périodes où on s'est côtoyés le plus longtemps, puisque c'était plusieurs jours d'affilée dans ce merveilleux cadre de la Suisse l'été, dans les montagnes. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonjour à vous. Quelqu'un veut encore dire quelque chose? Natacha? Ken? Je vais essayer de dire quelque chose en français. Avec plaisir, TP. Bon. Et pour moi, Myriam, c'était pour moi un moment. Et je me rappelle très bien les premières fois qu'on a fait les connaissances. C'était que maman et papa allaient venir à Jérusalem, en Israël, pour Pessah. Et on a fait Shabbat chez Hélène et Emmanuel. Et on a fait le fête de Erusin, comme on dit. Et les fiançailles. Les fiançailles chez eux aussi. Et je me rappelle très bien, le Shabbat après-midi, quand je voulais reposer un peu, j'ai rentré dans ma chambre et 2 minutes après, j'ai entendu un touk touk touk. Et c'était maman qui est rentrée dans ma chambre. Et moi, j'étais dans le lit. Elle a se mettre sur mon lit. She sat down. Et elle a commencé à parler en français. Et moi, cette époque-là, j'ai parlé même pas un mot de français. Et elle a parlé beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai compris? Elle était... she was upset. Et c'était difficile pour elle parce que moi, je n'étais pas une Française et je ne parle pas français, j'étais une Américaine et j'habite en Israël et à cause de moi, Joël va rester en Israël. Mais toujours, c'était aussi, mais je t'aime, Tsipi, OK? Bon, c'était un début et pas tellement facile, mais après ça, j'ai toujours elle a toujours parlé avec moi comme une fille. Et j'étais toujours la fille d'elle. Et moi, j'ai pris une décision très vite pour apprendre le français parce que j'ai voulu parler avec papa et maman. Et j'ai pris un cours de français à Beersheba et après 6 mois, quelque chose comme ça, j'étais enceinte et c'était la fin de grossesse et le docteur a dit que je ferais rester à la maison pour garder le bébé et maman a venir chez nous et en Israël, elle était chez nous et
chaque mot que j'ai dit en français, elle était très bien, très bien. Elle était le meilleur prof en français que je pouvais, parce que elle était tellement heureuse. Si j'ai dit un mot, deux mots, trois mots, elle était tellement heureuse et je n'avais pas du tout honte pour faire les faux parce que j'ai vu que pour elle, c'était tellement important et pour moi aussi, ça veut devenir important aussi. Et je pense qu'au début, j'ai dit pas maman. Elle a dit au début qu'elle veut que j'appelle how do we say it? That I call her maman, OK? Mais c'était difficile pour moi au début parce que j'ai déjà une mère, mais avec le temps, c'était naturel et elle était pas ma maman parce que moi j'avais une mère, mais elle était mon maman, que c'est pas la même chose que maman. Et c'était les deux années, spécialement les 10 mois, je pense, dernières chez nous, c'était pas toujours facile parce que c'était difficile pour elle. Et une semaine, quelques jours, tard la nuit, j'ai envoyé un WhatsApp, j'étais au lit déjà avec Joël à côté de moi, j'ai envoyé un WhatsApp un link, comment on dit link? Un lien. Un lien et des mamans qui parlent, mais on ne le voit pas. Ce n'est pas une vidéo, c'est un audio. Et c'était de 11 ans. Et tout de suite, Natacha m'a envoyé un lien pour voir qu'il y a maman à interview chez le dentiste qu'il s'appelle Michel Rotet. Michel Rotet. Et c'était une interview et on voit maman. Et pour moi, c'était merveilleux parce qu'on voit maman vraiment très full of life, plein de vie, c'était vraiment pour moi, ça c'est le moment que je connais, et ça c'est le moment que je veux garder. Très bien. Oui. Natacha, je veux dire quelque chose à Tipi, mais Myriam, j'ai jamais vu une belle-mère ne pas critiquer sa belle-fille. Mais elle t'a jamais critiqué. Elle t'a considéré vraiment comme sa fille et elle t'aime vraiment comme Natacha. C'est la première fois que j'ai vu une belle-mère, elle ne critique pas sa belle-fille. Parce que toutes les belles-mères, au moins un peu comme ça. Mais toi, rien. Elle t'a jamais critiqué. Elle t'aimait comme elle aimait ses deux enfants, pareil. Merci, Waiva. Merci. Il y aurait encore quelqu'un qui veut parler ou... Natacha. Est-ce qu'on monte? Benoît, tu veux dire quelque chose? Oui, juste, pardon. Attends, j'ai que Benoît, le micro. tu peux mettre ta caméra ou c'est difficile? Pardon? Est-ce que tu peux mettre ta caméra? Attends, je ne comprends pas. Pardon. Voilà, on te voit. Alors, Benoît. Ah, voilà, pardon, oui, ça y est, excuse-moi, c'est avec le téléphone. Pas de problème. Voilà, Benoît, c'est notre cousin, c'est le fils d'Alain. Notre cousin Germain, le fils d'Alain. Vas-y, Benoît. Et à l'opposé de beaucoup d'entre vous, donc voilà, je vous ai tous écoutés attentivement. Enfin, il y a beaucoup de témoignages, tout le monde a beaucoup d'anecdotes. Et voilà, je me rends compte moi-même à quel point je ne connaissais pas ma tante. C'est quand même ma tante, c'est pas rien. Et bon, ça c'est un côté assez malheureux, d'une certaine façon. On s'est vu, on se voyait pendant les réunions familiales, certaines réunions familiales. Sinon, moi, Myriam, c'était beaucoup à travers ma mère avec qui elle discutait beaucoup, notamment au téléphone. Et sinon, une anecdote quand même. C'est que il y a à peu près 12 ans, c'est en 2009, j'avais été hospitalisé quelques jours et Myriam m'avait appelé
Bon, elle voulait venir me voir, mais bon, je crois que je partais le lendemain. Enfin, c'est pas, on a énormément parlé. Ce jour-là, au téléphone, on a bien dû parler 2 heures. C'était très. J'ai eu vraiment. Quand on a cessé de parler, je sais que j'étais très heureux, quoi. Je sais pas comment dire. Et elle m'avait beaucoup soutenu, beaucoup. C'était et aussi ce que je voulais dire, c'est dernièrement, donc on s'est vu à travers le Zoom. Bon, je veux dire, je la trouvais, elle était tellement éveillée, tellement dans tous ses témoignages, c'était très intéressant. C'est vraiment, j'étais très heureux de l'entendre et voilà, je m'y attendais pas en fait quand j'ai appris qu'elle est partie, ça m'a vraiment touché. Enfin, je m'y attendais pas. Je sais bien que moi, elle avait un certain âge, peut-être des problèmes de santé, mais c'est vrai que moi, c'est l'image que j'en avais gardée. C'était les dernières images notamment de son témoignage avec les séances que vous avez fait avec Joël. Et voilà, je suis sinon, bravo pour cette réunion, là, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Je Benoît. vous salue tous. On t'attend ici, dès que tu peux. Avec plaisir, je te l'ai dit. Oui, je sais. C'est noté. Natacha. Oui, Cécile. Je voulais encore dire que je crois que vous avez fait un très grand plaisir, surtout Joël, avec l'étude, la recherche qu'il a fait sur ses parents, sur les Hirschler. Et ça, je vois, elle participait à un moment, Joël, même plusieurs fois, elle t'a dit, c'était pas tout à fait comme ça, mais je crois que ça lui a fait c'était bien qu'avant sa mort, elle ait vu que ses parents vivaient toujours dans nos cœurs. Je crois que c'était très important de l'avoir fait. C'était le bon moment. C'est vrai. Chapeau, Joël. Une question, Natacha. Une question au public. Est-ce que Nicole Gardel est là maintenant? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Nicole? Non, elle n'est pas là. Non. Joël, tu voulais dire quelque chose? Tu veux conclure toi d'abord? Oui, non, je crois qu'on peut s'arrêter là. Vraiment, c'est très émouvant d'entendre chacun de vous. Et puis, c'était différentes facettes de maman. Comme je l'ai dit d'ailleurs avant, je pense qu'il y a des choses que moi, j'ai entendues pour la première fois que je ne connaissais pas. Donc, c'est des cadeaux que vous nous avez fait cette soirée. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier tout le monde. Et on a senti aussi que vous étiez tous avec nous après sa mort, enfin pendant les Shivas. Donc, voilà, je vous remercie très fort. Merci à vous deux. Merci Natacha, merci beaucoup. Et on t'aime, Myriam. Elle est toujours dans mon cœur. Elle restera toujours. Merci, Vaïba. En paix. Merci, Natacha. Joël voulait dire juste quelque chose. Éteins chez toi. Éteins le micro. Une minute, Joël peut juste dire un petit mot. Une minute. Merci pour votre accompagnement. Et ça nous a beaucoup ému ce soir d'entendre des témoignages qu'on ignorait, de la manière dont maman finalement a soutenu beaucoup de gens, a donné des conseils, a fait réfléchir, et peut-être qu'elle a même aussi aidé des gens à choisir leur vie, etc. Et ça, c'est des choses dont elle ne parlait pas finalement. C'est des choses dont elle ne parlait pas et qui, pour nous, c'est
c'est nouveau et c'est extraordinaire d'entendre ça. Et à part ça, on lui souhaite vraiment maintenant qu'elle arrive au repos. Le repos dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Nous avons écrit sur le tombeau Shuvi Nafshi El Menuchaiki, en hébreu ça signifie retourne âme à ton repos. Et chez elle, le repos, c'était d'abord son enfance, c'était sa bonne enfance, qui a toujours été un idéal pour elle et qu'elle recherchait toujours. Et elle a eu une âme tourmentée, et bien qu'elle ait eu aussi beaucoup de bonheur, elle a aussi beaucoup de tourments. Et nous qui l'avons suivi de près, on a été témoins de ce tourment et on lui souhaite et on prie qu'elle ait maintenant tout le repos, tout le calme et toute la paix pour laquelle elle a aspiré pendant toute sa vie. Alors, merci à tous. Et voilà, je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter. Merci d'avoir participé. Natacha, merci Joël. Merci à vous. Merci à vous. Je suis content d'avoir revu tant de visages que je n'avais pas vus depuis si longtemps. Bonjour. C'est vrai. Nous aussi, on était contents de te revoir. C'est difficile ce soir maintenant de se quitter parce que se quitter, c'est aussi un peu quitter Myriam. C'est vrai. Ouais. Oui, c'était pas difficile. Yair. נטשה, תודה. Merci Yair. אם מותר לדבר בעברית. Tu peux parler en français, tu parles très bien le français. Je parle très bien français. Impec, oui, je sais. Vas-y Yair, quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Comme Waïba aussi, moi, je m'amie toujours dis pas comme ça, dis comme ça. Français. Oui. Bon, merci beaucoup, bonne nuit. Merci Yair. À demain. Bonne nuit les petits. Au revoir Michel. Au revoir Michel, au revoir Féo. Bonsoir tout le monde. Bonne nuit. Merci Natacha, merci Joël. Merci Cécile. Et Jean-Pierre. Salut. Tout le monde. À bientôt. Les deux Jean-Pierre. À bientôt, oui. Voilà.